Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Rentrée politique pour l'opposition burkinabé. Le chef de file de l'opposition a défini ce matin les grandes lignes qui vont guider l'action de cette opposition qu'il veut républicaine. Une vingtaine de partis politiques sont membres du CEFOP, parmi eux des partis de l'ex-majorité tels le CDP et l'ADF-RDA. Les bailleurs de fonds dans leur ensemble sont favorables au financement du 5e recensement général des populations et de l'habitation. Ils annoncent un financement de 9 milliards de francs CFA. Pour que le budget de ce recensement soit totalement bouclé, environ 1 milliard de francs devront être mobilisés par les autorités nationales. Et puis, qu'est-ce qui bloque la gente féminine à l'accès aux postes de responsabilité? Discrimination, autocensure ou moindre performance? En Afrique, le poids des traditions n'est pas en reste. Réactions et témoignages à suivre dans cette édition sur la question. Le CEFOP a donc fait sa rentrée politique ce matin à Ouagadougou. Zéphirin Diabré a présenté les grandes lignes des actions que l'opposition burkinabé entend mener. À ses côtés, les responsables d'une vingtaine de partis politiques, tous membres de l'opposition. Le point avec Yacouba Gamene et Nyarkiteda. C'est une conférence de presse qui sonne comme une rentrée politique pour le chef de file de l'opposition. Car par ce rendez-vous avec les journalistes, Zéphirin Diabré reprend ainsi donc des services avec des anciens camarades certes, mais aussi avec de nouvelles têtes, hier au pouvoir et aujourd'hui revêtues de casquettes d'opposants. Au même moment, des anciens camarades du CEFOP constituent aujourd'hui la majorité. Cette disposition n'entamera en rien la détermination et la conviction du nouveau CEFOP, selon les conférenciers. C'est vrai que la fois passée, la question de l'article 37 avait éclipsé les autres aspects liés à la gestion du pays. Mais là, nous revenons à une situation qui est, j'allais dire, un peu classique et normale, où en tant qu'opposants, nous allons apprécier les actions et les actes posés par ceux qui sont au pouvoir. Actualité oblige, l'affaire des Kogle-Wego s'est invitée au débat et pour le CEFOP, l'État y est pour quelque chose. C'est un fait social qui est venu de la défaillance de l'État. C'est à l'État de reprendre l'initiative, de refaire son travail et en attendant de s'assurer que cette activité qu'il a dû rester tolérée, voire même acceptée puisqu'il a délivré des récépissés à certains, se fait dans le cadre de la loi et n'entraîne pas des dérapages qui peuvent être préjudiciables à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Invités à se prononcer sur la gestion du nouveau pouvoir, après quelques mois d'exercice, les animateurs du point de presse estiment qu'il y a eu plus de déclarations dans la précipitation que des faits. C'est pourquoi l'opposition dit rester vigilante et va nouer un partenariat avec les OSC pour jouer efficacement le rôle de contre-pouvoir. Et puis cette nouvelle, je vous le disais tantôt, les bailleurs de fonds sont dans leur ensemble donc sont favorables au financement du 5e recensement général des populations et de l'habitation. Suite au plaidoyer mené ce matin par le ministère en charge de l'économie et l'institut chargé de mettre en œuvre ce recensement, les bailleurs de fonds ont annoncé une participation de 9 milliards de francs CFA. Sur les 19 milliards que va coûter l'opération, l'État annonce également sa part de cette même somme de 9 milliards. Panwadrogo, Jean Zongo et Moumouni Soubeiga. Le recensement général des populations et de l'habitation va coûter 19 milliards de francs CFA. C'est un projet que les bailleurs de fonds jugent capital. Et suite au plaidoyer mené par le ministre de l'économie, des finances et du développement, 9 milliards de francs CFA ont été annoncés par des partenaires sur le champ. Au terme de cette journée, je suis vraiment satisfaite. Je voudrais saluer le leadership du gouvernement qui a permis de mobiliser les partenaires techniques et financiers autour du processus de financement du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina. La détermination des partenaires à accompagner le Burkina Faso est saluée par le ministre de l'économie, des finances et du développement. Côté gouvernement, on annonce également une contribution de l'ordre de 45%, soit 9 milliards de francs CFA. Vous avez vu, le gouvernement a pris récemment des décisions en matière de scolarisation, d'éducation des enfants, en matière de santé, etc. Il est important de connaître la population cible à laquelle nous allons nous adresser au niveau des priorités que nous
nous avons adopté. Donc c'est un aspect important. Environ 1 milliard reste à mobiliser et les autorités appellent à la bonne foi des opérateurs économiques. C'est en décembre prochain que le dénombrement est prévu pour démarrer. Le recensement permettra de disposer des données actualisées, notamment sur la population estimée à 14 millions lors du recensement de 2006. Et l'Union européenne, elle reste aux côtés du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina. Elle finance à hauteur de 25 millions d'euros le programme qui fait une halte pour évaluer ses acquis. Alidou Badini et Ramatou Zida nous rappellent que le PSANBF a dans le viseur les populations les plus démunies des régions affectées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Le PSANBF, le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso, vise à sortir plus de 85 000 ménages, soit plus de 500 000 personnes de la vulnérabilité et de la pauvreté. Son comité de pilotage, réuni ici en sa deuxième session de l'année 2015, se penche sur les résultats obtenus à mi-parcours. Le projet a été réalisé par 6 projets différents. Il suffit d'agréger donc tout ce qui a été fait pour en faire une évaluation et surtout pouvoir capitaliser. Parce que comme on le dit, c'est un appui qui est apporté au Burkina. Il est tout à fait normal que le ministère s'approprie donc de ce qui a été fait au cours du projet et c'est ce qui va être fait. Mis en œuvre depuis 2014, le programme est financé à hauteur de 25 millions d'euros par l'Union européenne. 2016 constitue sa dernière année d'exécution. Jusqu'ici, avec les visites sur terrain réalisées, c'est un bon va. L'année passée, une évaluation mi-parcours a eu lieu pour voir les réalités du terrain. Généralement, c'est bon. Certains contrats ont eu un petit retard, mais l'évaluation date de l'année passée. On espère, et ça, le comité de pilotage va éclairer un peu la situation, qu'ils ont pu rattraper certains retards. La boucle du Mouhoun, le centre-nord, l'Est, le Nord et le Sahel sont les régions concernées par le plan d'action du programme. À terme, il doit contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Intéressons-nous à présent aux réalisations du PSANBF. Dans la région du Centre-Nord, les partenaires au programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle que sont la FAO et l'Union européenne étaient sur le terrain. C'est une tournée que nous commandent Paul-David Bambara et Oumar Zombri. Soubera Natenga, dans la commune de Ziga, est la première étape de cette tournée de la FAO et de l'Union européenne. Les bailleurs de fonds ont visité ce site de culture maraîchère d'environ 5 hectares exploité par 350 personnes, dont 140 femmes. De là, le cap est mis sur Wanobia, cette fois à la rencontre de 40 femmes qui exploitent un jardin nutritionnel et font un élevage de petits ruminants. C'est assez encourageant de voir que le financement des projets avance, qu'on voit des réalisations concrètes, qu'il y a l'intérêt des populations. À chaque étape de cette tournée, les bénéficiaires du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle financé par l'Union européenne à travers la FAO ont pu échanger à bâton rompu avec les partenaires. Des échanges qui ont fait ressortir des motifs de satisfaction, mais aussi quelques difficultés à 6 mois de la fin de ce projet. Notre activité nous aide beaucoup. Nous arrivons à subvenir aux besoins de la famille avec les revenus que nous obtenons. Nous, on a des problèmes de travail, parce qu'on n'a pas de machine pour travailler, on n'a pas de grillage. Le barrage aussi, l'eau est presque finie. À terme, le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle permettra à 85 000 ménages, soit 595 000 personnes dans la région du Nord, du Sahel et du Centre-Nord, de pouvoir subvenir à leurs besoins. On parle toujours de sécurité, cette fois territoriale, et c'est au palais de Kossiam que cela se passe. Le président du Faso a nourri des échanges avec le commandant des forces françaises basées au Sénégal. La lutte contre le terrorisme et la coopération militaire entre le Burkina et la France ont été abordées. Nous écoutons le général Pascal Fasson à sa sortie d'audience. J'ai rendu visite ce matin au président du Faso afin d'échanger sur les questions de coopération opérationnelle, en particulier développer ce que nous faisons au profit des forces armées burkinabées en matière de coopération opérationnelle. Nous entretenons avec
nos amis militaires, une collaboration de longue date, qui aujourd'hui essaye de répondre aux défis sécuritaires qui sont posés par les groupes armés terroristes. Et je pense que ce que nous conduisons au profit des FAB est de bonne qualité et répond à cette exigence. Le sujet des attentats a évidemment été évoqué, ce qui nous a donné l'occasion de saluer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à cette occasion. Je commande les éléments français au Sénégal. Je commande à partir de Dakar un dispositif qui conduit des actions de coopération opérationnelle, c'est-à-dire de maintien, de mise en condition opérationnelle des unités dans tous les pays de la CEDEAO et de la Mauritanie. Des propos recueillis au palais présidentiel par Alidou Badini et Bouma Ernest Nebié. De la sécurité, il en faut également au sein de l'université Ouaga 1. Les responsables ont commandité un audit exécuté par la gendarmerie nationale et il est attendu des données précises sur comment assurer la sécurité dans ce temple du savoir. Tout cela se passe bien entendu en accord avec les acteurs que sont les étudiants. Roger Kam, Ismaël Diloma, Sirima. La sécurité de l'université de Ouaga 1 au cœur de cette rencontre. Les responsables de l'université et ceux de la gendarmerie aux côtés des étudiants veulent s'accorder sur la manière de sécuriser le campus de Zogona. Dans ce sens, un audit de la sécurité de l'université a été fait par la gendarmerie nationale. Des recommandations ont été faites et nous allons accompagner l'université dans le cadre de la mise en pratique de ces recommandations-là. L'université n'est pas particulièrement menacée, mais l'université est un endroit qui reçoit un grand public. Donc nous considérons qu'elle doit être particulièrement sécurisée. À ce titre, le président de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, annonce l'arrivée très prochaine d'une société de vigiles. C'est à nous de savoir que nous sommes les premiers éléments de la sécurité, étant étudiants, étant enseignants, étant athos. Il faut qu'on ait un comportement, parce que la sécurité c'est tout un comportement. Il faut que nous soyons le premier maillon de la chaîne de la sécurité. Les participants à cette rencontre ont eu droit à un exposé sur l'état des lieux de la menace terroriste au Burkina Faso, ainsi que la stratégie de lutte. C'est à l'Assemblée nationale que les étudiants qui excellent dans l'art oratoire ont fait valoir leur talent. La 4e édition du championnat national de débat et art oratoire s'est ouverte hier après-midi à Ouagadougou à l'initiative du mouvement Culture et Action. Le thème de cette année, les changements climatiques. Amado Ilboudo, Ruth Bini-Ouattara. Voici un gouvernement qui donne bien du fil à retordre à son opposition. La pomme de discorde, un projet de loi portant institution d'une taxe de 1000 francs pour l'environnement est basé sur le salaire. La scène ici se passe à l'Assemblée nationale avec le gouvernement représenté par l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, tandis que l'université privée de Ouaga fait office d'opposition. Nous sommes au championnat national de débat et art oratoire. Oui, je vous en prie, monsieur. Okay, monsieur. À la question rapidement. Ok, j'aimerais savoir dans quel pays du monde entier avez-vous vu qu'il y a eu une taxe sur les salaires? Les pays du monde entier prendront l'exemple sur nous parce que nous serons les premiers. Forger des jeunes dans la carrure de leaders, renforcer la démocratie à travers le choix des thèmes et le débat contradictoire ou encore promouvoir le français, voici quelques objectifs de cette compétition. Pour la présente, c'est un engagement de la jeunesse à lutter contre les changements climatiques qui a motivé le choix du thème. C'est pour nous une manière de participer aussi à l'éveil, par exemple, de conscience sur ce danger. La connaissance du sujet, l'argumentation, l'aisance, l'éthique et le respect de la scène, le temps de parole, la cohérence et la logique sont autant de critères sur lesquels se sont basés le jury essentiellement composé d'hommes de droit. Les scolaires à travers les établissements Gabriel Taborin et le collège Notre-Dame de l'Espérance ont également fait montre de leur talent dans la problématique de l'importation des véhicules d'occasion au Burkina Faso. Pour nous, c'est un honneur, une fierté de voir notre jeunesse s'intéresser à l'art et au débat oratoire. À ces exercices d'ouverture, l'ISTIC s'est imposé avec 73% chez les universitaires et le collège Gabriel Taborin chez les scolaires avec 66,5%. Et il faut le dire, la gente féminine est de plus en plus encouragée à participer à ce genre d'initiative
timidité, peur ou discrimination. Nombreuses sont celles qui hésitent encore et cela se ressent plus tard dans la vie de la nation. Le constat est là, les femmes occupent moins de postes à responsabilité que les hommes, tous secteurs confondus. Les raisons, ce sont les femmes elles-mêmes qui en parlent dans ce reportage signé de Ibrahima Sombier et Yolande Lompo. Elle a occupé de hautes fonctions tant sur le plan national qu'international. Comment en est-elle arrivée là quand on sait que les pesanteurs socioculturelles ne sont pas de nature à favoriser l'autre moitié du ciel? Je ne me suis jamais posé de problème par rapport à mon statut de femme. Dans mon esprit, je retiens seulement que l'homme est mon égal. Quand j'ai été consultée, j'ai simplement examiné à mon âme et conscience pour voir si j'avais la compétence d'occuper honorablement cette mission-là. Et après cela, bon, mon mari a bien sûr été consulté. Les femmes ne peuvent pas s'y porter comme des garçons. Ça, c'est don de Dieu. Même si une femme est compétente comme un coma, il manque quelque chose. À côté de ceux qui pensent qu'une femme ne peut pas occuper des postes de responsabilité, il y a d'un côté ceux qui sont prêts à soutenir leurs épouses et de l'autre ceux qui émettent des réserves. Lorsqu'une femme fait des études, c'est pour pouvoir occuper des postes de responsabilité un jour. Il n'y a vraiment pas de raison de décourager une femme qui veut occuper des postes de responsabilité. Je dois porter ce titre de femme de, je ne sais pas, au grand caractère, ou bien une femme autoritaire parce que je suis ministre. J'oublie ma vie de couple, mon foyer, et puis bon, c'est le travail ou rien. Alors là, ça ne marche pas. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Et si l'éducation des enfants pouvait constituer un obstacle, Aminata Ouedraogo, quant à elle, pense que tout est question d'organisation. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui s'occupe des enfants. Et j'ai toujours été comprise, j'ai toujours été encouragée. Lors des éditions du FESPACO, il y a des moments où je rentrais tard, je rentre à 1h du matin, je rentre à 23h. Mais je vous assure que ça n'a jamais posé de problème parce que de toute façon, ils savaient où j'étais et ils savaient ce que je faisais. Alors, tout porte à croire que le premier adversaire de ces femmes intellectuelles serait elle-même. Quand une femme ne croit pas en elle-même, c'est difficile. Et il y a eu des moments où mon ministre, qui était mon supérieur hiérarchique, m'a demandé de lui faire des propositions de femmes pour les nommer à des postes de responsabilité. Personnellement, j'ai été confrontée à ces problèmes parce qu'il y a des femmes qui ont carrément refusé. Soit parce que leur mari n'allait pas accepter ou le fait de ne pas pouvoir être disponible à la maison, ça allait poser un problème, ou simplement parce qu'elle n'avait pas confiance en elle-même. C'est ça le combat à mener. À la directrice du NDA de conclure en ces termes. Le mari, il est dans la société. La société le façonne de la même manière que la société façonne la femme à accepter un certain nombre de situations. Mais mettez-le dans des conditions d'éducation, de connaissance, de dignité, de valeur, et vous verrez qu'ils accepteront toutes ces avancées qui ne font que promouvoir et renforcer la démocratie et le progrès social. Tout de suite à 21h, Fousseini Kindo et ses invités lancent le débat sur le quota genre. Controverse de ce dimanche s'interroge sur les raisons de la non-application de la loi de 2009 fixant le quota de 30% à la gente féminine. Au Niger, depuis la proclamation des résultats définitifs du double scrutin présidentiel et législatif, l'opposition suspend sa participation au processus électoral. La coalition qui soutient le candidat Hama Amadou refuse d'aller au second tour. Elle dénonce de multiples irrégularités, alors qu'en face, le camp au pouvoir estime que derrière la sentence de l'opposition se cache la phobie d'un cuisant échec. Ignar Kiteda. Coup de tonnerre au Niger. Après avoir contraint le président sortant et candidat à sa propre succession à un second tour, l'opposition politique nigérienne suspend sa participation au processus électoral. Joint au téléphone, le porte-parole du parti, le Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Lumana de Hama Amadou, charge le pouvoir de fraude organisé et soutenu dans cet élan par la CENI et la Cour constitutionnelle. Les résultats globaux définitifs n'ont pas fait l'objet de proclamation officielle.
Troisièmement, la durée de la campagne électorale du second tour a été réduite de 21 à 10 jours. La rupture d'égalité qui est manifeste aujourd'hui entre les deux candidats au second tour. Car notre candidat Ama Amadou est injustement privé de sa liberté en violation des standards internationaux. C'est pour cette raison que nous avons décidé de suspendre notre participation au processus électoral en cours. Et nous avons demandé à tous nos représentants de se retirer de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux et dans tous les démembrements. Nous avons également demandé à nos députés nationaux, militants, de partis membres de la COPA, de cesser toute activité au sein de l'Assemblée nationale. Une attitude décriée par la majorité pour qui l'opposition politique nigérienne a raté le coach. L'opposition a fait un buzz, parce qu'il s'agit, comme on dit dans le langage actuel, d'un buzz médiatique. Ils avaient pris attache avec les candidats du premier tour qui avaient échoué, qui n'avaient pas pu passer au second tour. Les principaux candidats, ils les ont tous contactés, ils les ont tous démarchés. Nous aussi, nous leur avons demandé naturellement, c'est ça la compétition démocratique entre les deux tours. Puisque nous ne sommes pas passés au premier tour, nous aussi, nous les avons démarchés. Et ils ont choisi librement, plutôt que d'aller vers eux, de venir vers nous et de soutenir la candidature du président Issoufou. Voilà la raison, tout le reste n'est qu'argutie juridique, tout le reste n'a aucune importance. C'est parce qu'il y a eu ces ralliements, rendant leur défaite inéluctable, qu'ils ont décidé de manière pleutre, de manière lamentable, de quitter la scène démocratique. Et je trouve qu'il s'agit là de mauvais perdants. Qu'à cela nous tienne, le tirage au sort pour le positionnement des candidats a eu lieu et place Ama Amadou, 66 ans, en tête sur le bulletin, et la deuxième place Ama Amadou Issoufou, 63 ans, président sortant et candidat. En rappel, Ama Amadou qui reçoit la sympathie et le soutien de la COPA, la coalition pour l'alternance 2016 au Niger, est incarcéré depuis novembre 2015 dans une affaire de trafic de bébés. Et les quotidiens du jour sont également revenus sur cette élection présidentielle au Niger. Et sur le plan national, le sit-in des travailleurs de la santé interpelle les journaux Le Pour Nous, partout au bon Evelyne Dabiré. Les parutions de ce 10 mars ont relayé le mécontentement des travailleurs de l'hôpital Yalgado. Depuis hier, mercredi 9 mars, annonce Notre Temps, les travailleurs de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo observent pour 3 jours un sitting suivi d'une marche pour exiger de meilleures conditions de travail. Organisé par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale de 7h à 10h, ce sitting vise à dénoncer les conditions de travail du personnel de l'hôpital et aussi exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, précise Le Soir. Conséquence, l'hôpital Yalgado vit au ralenti, informe aujourd'hui au Faso, qui publie dans ses colonnes les explications du directeur général de l'hôpital, Robert Sangaré, de même que l'avis du secrétaire général du syndicat, pour qui le pouvoir, au-delà des discours, a fondamentalement démissionné vis-à-vis de l'hôpital Yalgado. Actualité hors du Burkina, Siroya annonce que l'opposition politique au Niger se retire du scrutin. La coalition de l'opposition a annoncé à Niamey son retrait du second tour de la présidentielle, prévu le 20 mars. À l'origine de ce boycott, précise l'observateur Palga, les récriminations suivantes de l'opposition, iniquité de traitement entre les deux candidats et absence de proclamation officielle des résultats du premier tour. L'observateur Palga interroge alors, ce second tour aura-t-il lieu à bonne date, c'est-à-dire le 20 mars prochain, à moins que, poursuit ce quotidien, dans ce Niger où les crises politiques font le lit des coups d'État, ces réticences de l'opposition ne cachent le secret au honteux espoir de voir la grande muette sortir de son silence et siffler la fin de la récréation. Bonsoir et merci de nous suivre. Cette formule pour introduire les sessions d'information est le titre du deuxième ouvrage du journaliste Yacouba Traoré. En 385 pages, l'ancien directeur général de la radiodiffusion-télévision du Burkina fait une radioscopie de l'information télévisée au Burkina Faso et ailleurs. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu ce jour 10 mars et le compte-rendu de Issa Kafando et Draman Dadian. Bonsoir et merci de nous suivre. Cette expression que vous avez certainement entendue à maintes reprises au cours du journal télévisé de la RTB fait désormais office du titre d'un ouvrage, le deuxième du journaliste et écrivain Yacouba Traoré, ancien directeur général de la radiodiffusion télévision du Burkina.
Cette œuvre de 385 pages, qui se veut technique et professionnelle, plonge le lecteur dans l'univers du journalisme de télévision. L'intrusion de la caméra dans le champ de l'information a bouleversé certaines règles du journalisme. Par exemple, si je prends la brève, regardez la définition de la brève en presse écrite, pas plus de 2 phrases. Non, nous ne sommes pas la presse écrite. Nous, nos règles de traitement de l'information s'appuient sur comment dire le maximum en un temps réduit. C'est un peu de ça que je parle dans Bonsoir. Merci de nous suivre. Pour le parrain, l'auteur, à travers ses lignes, a tracé la voie à suivre. C'est un livre que tous les jeunes journalistes doivent avoir au chevet de leur lit. C'est l'homme pétri d'expérience, l'homme qui a permis que l'on comprenne les difficultés de notre travail, mais aussi qui projette sur l'avenir. L'œuvre est de belle facture, à en croire ces hommes et femmes de lettres, journalistes et communicateurs présents à cette cérémonie de dédicace, en marge de la 6e Agora francophone. Le département de l'énergie et des mines veut fédérer ces journées promotionnelles. C'est ainsi que Promines et le Semika vont faire chemin commun pour l'édition 2016. Alpha Oumar Dissa entend ainsi attirer plus d'investisseurs acquis à la cause de la promotion des mines et de l'énergie au Burkina Faso. Urbain, Benito Somé, Nathalie Kaoré pour le reportage. Au nom des événements de promotion minière au Burkina Faso, il y a le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières Semika, porté par un particulier, et les journées de promotion minière organisées par le ministère en charge des mines. Désormais, ces 2 événements se tiendront en une édition unique. Cette décision, selon le premier responsable du département en charge des mines, répond à un souci de fédérer les énergies et d'attirer le maximum d'investisseurs, d'où cette précision. Cette forme de fusion ne vise pas à absorber une des manifestations aux dépens de l'autre. C'est pour créer plus de cohérence, c'est pour créer plus d'efficacité dans la dynamique donc de la vision sur l'activité minière au niveau du Burkina Faso. À cette conférence de presse, les responsables du Semika n'étaient pas représentés. Quelle est donc la position du promoteur privé du Semika qui n'aura plus la possibilité d'organiser son événement de façon autonome? J'étais avec le responsable du Semika, il était d'accord, il est venu me voir au moins 3 fois au bureau, qu'il est d'accord. La première fois que j'ai émis l'idée, il a été le premier qui m'a rejoint au bureau. Il était d'accord, il devrait être là à la conférence de presse, mais quand cela ne tienne, Semika, en tout cas à travers ses premiers responsables, a été la première structure qui m'a approché pour me proposer donc cette fusion. L'édition unique de Semika et de Promines se tiendra sous une nouvelle dénomination. La première édition est prévue du 22 au 24 septembre 2016. Actualité de chez nous, au Brésil, l'ancien président Luiz Inácio da Silva, rattrapé par une affaire de corruption. La police fédérale a perquisitionné son domicile vendredi dernier et affirme avoir des éléments qui accusent l'ancien président dans l'affaire Petrobras. Lula da Silva est entre autres soupçonné d'avoir dissimulé la propriété d'un luxueux appartement à Guarujá, toute chose que l'accusé rejette. Lula va-t-il être inculpé de blanchiment d'argent? C'est ce que souhaite un procureur de Sao Paulo qui a requis des poursuites pénales à l'encontre de l'ancien président brésilien. En cause, un appartement qui appartiendrait à Luiz Inácio Lula da Silva et à son épouse. Selon le parquet, les intéressés nient être les propriétaires réels du triplex, reconnaissant simplement avoir un temps pensé à l'acheter avant de renoncer à l'acquisition. Le triplex, situé dans la station balnéaire de Guarujá, est officiellement au nom d'OAS, une entreprise de construction impliquée dans l'affaire Petrobras. Ce scandale tentaculaire de corruption autour du géant étatique pétrolier fait trembler les puissants patrons du BTP brésilien, mais aussi la classe politique, dont le successeur de Lula, l'actuelle présidente brésilienne Dilma Rousseff. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Tout de suite, à 21 h, le débat est lancé en direct sur le quota genre au Burkina Faso. Controverse, c'est avec Fousseni Kindo. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.